Bienvenue sur le Grimoire Noir. Merci de penser à vous abonner et de commenter et liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite une bonne histoire. Jeff the Killer. Histoire vraie d'origine. Je m'appelle Mark Sullivan. Et si vous lisez ça, c'est probablement parce que vous avez déjà entendu parler de Jeff the Killer. Les rumeurs, les vidéos, les soi-disant témoignages. Tout ça, c'est du flan. Même les fanarts. Du folklore numérique. Mais moi, je sais ce qui est réellement arrivé, ce qui s'est réellement passé. Parce que j'étais là. Parce que Jeff, c'était mon meilleur ami. Avant qu'il ne devienne ce monstre au sourire gravé, avant que tout parte en vrille. Ce que je vais vous raconter, ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une histoire pour Halloween. C'est ce que la police, les médias, même les docteurs ont refusé de croire. Une vérité tellement crue, tellement sale, qu'elle a été enterrée vivante. Alors voici la vraie histoire de Jeff the Killer. Préparez-vous à ne plus jamais dormir tranquille. Jeff est arrivé dans notre quartier un mercredi d'avril. Je m'en souviens parce que c'était le jour où mon chien s'est enfui. Et j'avais passé toute l'après-midi à le chercher. Je l'ai retrouvé dans le lotissement, à moitié construit, à renifler les sacs de ciment. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Un gamin mince, à la peau pâle comme du lait, assis sur une pile de planches de bois. Il ne m'a pas vu tout de suite. Il regardait fixement quelque chose dans ses mains. Un couteau de chasse, luisant comme s'il venait d'être nettoyé. J'ai toussé pour signaler ma présence. Il a levé les yeux et il a souri. Pas le sourire malsain qu'on raconte partout, non. Un sourire normal, presque timide. Salut, il a dit. Je m'appelle Jeff. On avait 13 ans tous les deux. Et à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que serait ce même sourire qui entrait mes cauchemars des années plus tard. On est devenus des potes assez vite. Jeff avait quelque chose, un truc magnétique. Il ne parlait pas beaucoup de sa vie d'avant, juste qu'il venait du New Jersey et que son père les avait laissés tomber. Lui, sa mère et son petit frère lui. Il disait ça sans émotion, comme s'il récitait un fait météo. À l'école, il gardait le profil bas, mais quand on n'était que tous les deux, il se lâchait un peu. Il adorait les blagues noires, les trucs glauques, les histoires de tueurs en série. Mais à 13 ans, c'était plus fascinant qu'inquiétant. On matait des documentaires sur Ted Bundy, Ed Gein. On écrivait des BD gore dans nos cahiers de maths. On était juste deux ados paumés, cherchant un truc qui nous donnait l'impression d'exister. Et Jeff, il existait, surtout quand il parlait de sang. Je me souviens d'une après-midi en particulier. C'était un samedi, 2 semaines après son arrivée. Le genre de journée lourde et chaude où le ciel reste gris sans jamais pleuvoir, comme si il étouffait quelque chose. Jeff et moi étions dans son garage, un vieux truc poussiéreux rempli de cartons moisis, tout rouillé et de photos déchirées accrochées à des punaises. On bricolait un genre de cabane en bois pour s'amuser à l'abri des regards, comme il disait. Ouais. Il avait récupéré des planches derrière un chantier et voulait les assembler pour créer notre quartier général, mais ce jour-là, il n'avait pas la tête à construire. Il fixait le sol, assis en tailleur, le dos courbé comme si son corps pesait plus que d'habitude. Je lui ai demandé si ça allait, il m'a juste répondu tu sais ce que ça fait d'avoir envie de disparaître et de ne savoir pas pourquoi. Ça m'a frappé de plein fouet. Jeff n'avait jamais parlé comme ça. Je me suis assis à côté de lui sans dire un mot. Il a continué, sa voix à peine un souffle. Parfois, je me regarde dans la glace et j'ai l'impression de ne pas être là, comme si mon visage n'était qu'un masque, comme si je pouvais l'arracher d'un coup.
Il a ri, doucement, un rire sans joie, et puis il s'est tu. Je n'ai pas su quoi répondre. Ce moment pourtant si silencieux a résonné en moi pendant des semaines. C'était la première fois que je sentais que quelque chose au fond de Jeff s'était déjà cassé. Pas à cause d'un événement précis, ça a été plus viscéral comme une maladie lente qui pourrit de l'intérieur. Et je crois que c'est à partir de ce jour-là que j'ai arrêté de le considérer comme juste un ado un peu bizarre. Jeff n'était pas bizarre. Jeff était en train de changer, d'évoluer, de devenir quelque chose. Ou peut-être qu'il s'était toujours retenu de nous montrer ce qu'il était vraiment. La première fois que j'ai vu Jeff perdre le contrôle, c'était un mardi. On sortait du collège, tous les deux comme d'habitude, c'était une de ces fins de journée ternes où le ciel est jaune, sale et les lampadaires s'allument un peu trop tôt. On marchait à travers le parking, nos sacs lourds sur les épaules quand 3 mecs de 3e nous ont bloqués. Troy Benson, son frère Kyle et leur abruti de pote Benji. Des connards qu'on évitait depuis des semaines. Ils nous ont coincés entre deux voitures. Alors cette arrogance dégueulasse qu'ont les ados qui sentent qu'ils peuvent faire du mal sans conséquence, ça... C'était tout eux, ça. Et le fric, a lancé Troy en pointant Jeff du menton. Ta gueule de cadavre, elle est naturelle ou t'as chopé un cancer en déménageant ici? Ça aurait dû juste glisser. On s'était habitué aux piques, aux insultes. Mais ce jour-là, Jeff n'a pas baissé les yeux. Il a planté son regard dans celui de Troy, lentement, silencieusement. Et c'était bizarre. Ce n'était pas un regard de défi, c'était froid, neutre, glacé. Comme si ses yeux n'avaient plus personne derrière. Un masque de porcelaine sans âme. Kyle a tenté une claque sur sa nuque pour détendre l'atmosphère, mais Jeff a esquivé d'un mouvement sec, chirurgical. Puis tout est allé trop vite. Il a sorti quelque chose de sa poche, un compas de ce qu'on utilise en géométrie. D'un geste fluide, presque fluet, il l'a planté dans la main de Benji, qui venait de lever le bras. Planté net. Juste là, jusqu'à la butée. Benji a hurlé comme un cochon qu'on égorge. Le métal est resté coincé entre deux os. Jeff n'a même pas bronché. Il l'a lâché et s'est tourné vers moi, le regard vide, calme, détaché. « On y va, Marc ?» a-t-il dit. Comme si rien ne s'était passé. Comme si on sortait juste d'un cours de science. Moi, j'étais tétanisé. J'entendais Troy crier, Kyle appeler de l'aide, le sang coulait à grosses gouttes sur le béton, et Jeff s'éloignait déjà, les mains dans les poches, sifflotant, un air que je ne connaissais pas. À ce moment-là, une partie de moi a su qu'on venait de franchir une ligne invisible, qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. C'est étrange. Avec le recul, comme les choses peuvent basculer sans qu'on s'en rende compte, hein, tout de suite, je pense que le monde s'effondre d'un seul coup, qu'un événement éclate comme une bombe et rase tout, mais non. C'est plus subtil, plus traître. Ça commence par un frisson qu'on ignore, par une phrase de travers, un regard un peu trop long. Et puis un jour, on se retourne et on se rend compte que tout est déjà mort depuis longtemps. C'est exactement ce que j'ai ressenti les jours qui ont suivi l'incident du compas. Jeff n'a pas été renvoyé, vous savez. Les parents de Benji ont porté plainte, évidemment, mais l'administration a étouffé l'affaire comme si elle avait d'autres choses à faire. Elle savait si bien le faire, ces choses-là. Un accident entre adolescents, ont-ils dit. Un simple débordement, les choses sont sous contrôle. Jeff a été convoqué, sermonné, menacé même. Mais il a juste gardé son air vide, ses réponses polies. Il savait déjà comment jouer le jeu.
Surtout, personne n'a voulu creuser, parce qu'ils avaient peur. On voyait leur peur dans leurs yeux. Même les profs ne le regardaient plus de la même façon. Moi, pendant ce temps, je continuais à traîner avec lui. Pas par loyauté, pas par amitié, par inertie. J'avais 13 ans. Et Jeff, c'était tout ce que j'avais. Mais je sentais que quelque chose changeait. Quelque chose dans sa façon de bouger, de parler. Il souriait moins. Il dormait moins aussi. Sa mère, Madame Woods, m'avait confié un soir à voix basse, comme si Jeff pouvait l'entendre derrière les murs. Qu'il se levait la nuit, parfois plusieurs fois, et qu'elle le retrouvait dans le salon, debout dans l'obscurité, à fixer la télé éteinte. Ça m'a fait flipper. Elle pensait qu'il faisait des terreurs nocturnes, m'a-t-il dit. Moi, je pensais à autre chose. Je pensais qu'il ne rêvait plus du tout. Que ses nuits étaient aussi vides que ses yeux, et il y avait ce carnet aussi. Un vieux cahier à spirale qu'il gardait toujours avec lui. Il écrivait dedans en cachette, en classe, dans la cour, même quand on parlait. J'ai essayé plusieurs fois de regarder à l'intérieur, mais il le serrait contre lui comme un secret de guerre. Un soir, dans son garage, j'ai fini par lui demander « Tu notes quoi dedans, Jeff ?» Il m'a regardé longtemps, très longtemps. Puis il a répondu, d'une voix douce, presque enfantine, « Des idées de ce que je pourrais faire aux gens, juste pour voir si ils ressentent encore quelque chose. » Je l'ai regardé, sans parler, la gorge nouée. Il a tourné une page, griffonné quelque chose et a ajouté « La plupart sont déjà morts à l'intérieur, je les aide à le prouver, c'est tout. » Puis il a refermé le carnet, sans un mot de plus. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai vomi dans l'évier sans même enlever mon sac à dos. Et j'ai compris que Jeff n'avait pas changé. Pas vraiment. Il s'était simplement déverrouillé. Les semaines suivantes ont été un lent glissement vers quelque chose d'indéfinissable, une dégringolade invisible à l'œil nu, comme si le monde autour de Jeff se fissurait un peu plus chaque jour, mais que personne ne voulait vraiment regarder. Il ne s'agissait plus simplement de bizarreries ou de comportements inquiétants. Il y avait désormais une tension, quelque chose de physique, un poids dans l'air, comme il entrait quelque part. Les autres élèves s'écartaient instinctivement, comme quand il passait dans les couloirs. Pareil, même les brutes comme Troy gardaient leur distance maintenant. Plus personne ne le provoquait parce que tout le monde avait vu ce qu'il avait fait à Benji. Et surtout, parce qu'il n'avait pas été puni. Il était devenu une sorte d'anomalie. Un gosse trop silencieux, trop calme, que même l'autorité craignait, ou faisait fin de ne pas voir. Et moi j'étais le seul à rester près de lui. Pas parce que je le voulais encore, mais parce que, d'une certaine manière, j'étais prisonnier. J'avais vu ce qu'il était capable de faire. J'avais vu ses yeux lorsqu'il regardait les gens comme s'ils étaient déjà morts. Et pourtant, il continue à m'appeler son ami. C'était presque pire que de le voir devenir un monstre. C'était d'être considéré comme à l'abri, comme si j'étais le seul qui refusait d'abîmer. Un jour, après les cours, il m'a emmené à la décharge municipale. On coupait par un terrain vague pour y accéder, là où les gens balançaient leurs vieux canapés, leur télévision cassée, leurs jouets de gosse oubliés. On n'avait jamais été jusque-là avant. C'était notre première exploration sérieuse, comme il disait. Je crois que je savais déjà que c'était une mauvaise idée. Mais je l'ai suivi quand même. Parce qu'il savait parler, Jeff. Pas avec des grands discours, mais avec cette intensité étrange, ce magnétisme qu'il dégageait sans même essayer. Il pouvait te faire croire que le pire était une aventure. Là-bas, il m'a montré quelque chose, une sorte de recoin entre deux conteneurs rouillés où il avait commencé à aménager ce qu'il a appelé son lieu à lui. C'était sinistre.
Des bouts de poupées fondus par le soleil, des clous rouillés plantés dans des planches, une vieille chaise de camping tachée de ce qui ressemblait à du sang séché, et ce carnet, toujours lui, posé sur un vieux tapis de voiture. Jeff s'est assis en tailleur, m'a regardé longuement et a dit Tu sais que j'ai essayé l'autre nuit. J'ai demandé Essayez quoi? Il a baissé les yeux. J'ai mis un oreiller sur la tête de Liu pendant qu'il dormait, juste pour voir combien de temps il mettait à se réveiller. Mon sang s'est glacé. Il a levé les yeux vers moi, comme s'il guettait ma réaction, puis a souri. Il ne s'est pas réveillé, pas avant que j'enlève l'oreiller. Il a ri. Rire léger, presque moqueur, pas du tout maléfique. Et c'est ça qui m'a fait le plus peur. Parce que dans sa tête, ce n'était pas grave. Ce n'était pas réel, c'était un simple jeu, une expérience. Et son propre petit frère était devenu un cobaye. Je suis resté assis là, incapable de parler. J'avais envie de courir, de hurler, de lui dire que c'était fini, qu'on ne se verrait plus jamais. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai acquiescé. J'ai même souri un peu, comme un automate. Parce qu'au fond, j'étais déjà enfermé avec lui. Dans cette spirale, dans ce cauchemar qui n'avait pas encore de nom. Et une partie de moi, même si je la hais aujourd'hui, voulait savoir jusqu'où il irait. Curiosité mal placée, je ne sais pas. Je voulais savoir jusqu'où il tomberait, jusqu'à quel point Jeff Woods pouvait se vider de son humanité sans que personne ne s'en aperçoive, sauf moi. Une erreur? Maintenant, je peux dire que oui. Je me suis souvent demandé ce qu'il se serait passé si j'avais parlé, si j'étais allé voir un adulte, un psy ou même un flic. Si j'avais dit droit dans les yeux de quelqu'un, Jeff Wood est dangereux, il fait des choses à son petit frère, il parle de meurtre comme d'un loisir. Mais la vérité, c'est que je n'ai rien dit. Pas par lâcheté, pas uniquement. C'était plus profond que ça. Jeff avait une façon de t'aspirer, de t'engloutir dans sa noirceur. Et il t'y traînait pas de force. Non, non, non. C'était ça le plus effrayant. Il t'y invitait, doucement, comme si t'allonger dans la boue avec lui était une preuve d'amitié. Et au fil des jours, je me suis surpris à devenir complice. À lui poser des questions, à vouloir comprendre. Pourquoi t'as fait ça, Liu? Je lui ai demandé un jour. Et il a haussé les épaules. Parce que je peux. Il disait souvent ça, parce que je peux. Comme si ça suffisait. Comme si le simple fait d'avoir le pouvoir rendait tout acceptable. Et puis il y a eu cette fameuse nuit. Celle où tout a changé. Celle qui se raconte en boucle sur Reddit, dans les vidéos TikTok mal montées, dans les creepypastas copier-coller. Mais ils ne savent rien. Ils n'étaient pas là, moi si. C'était en plein été. Le genre de nuit où la chaleur colle à la peau, où même les grillons semblaient épuisés, où on suffoque, même la nuit. Jeff m'avait parlé sur mon portable, un vieux Nokia brique que j'avais planqué sous mon oreiller. « Viens !» il avait dit. « Amène une lampe et un briquet !» Rien d'autre. Pas d'explication, juste sa voix basse et urgente. Il était 2h du matin. J'ai hésité, mais j'y suis allé. Parce que j'étais con, parce que j'étais curieux, parce qu'il m'avait piégé dans ce truc depuis le début et que j'étais incapable de dire non. À ce moment-là, ça m'a fait penser à toutes les soi-disant pseudo-complices dans les procès et autres, mais j'y suis allé. Je l'ai retrouvé dans le lotissement abandonné, celui où on s'est rencontrés. Il m'attendait au même endroit, assis sur les mêmes planches, sauf que cette fois, il y avait une boîte à ses pieds. Une grosse boîte noire, fermée avec du scotch. Et il souriait. Il souriait, ce putain de con. Il souriait bêtement. Ce putain de sourire. Pas le rectus mutilé des images qu'on voit partout, non. Un sourire calme, patient, prédateur. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dans la boîte. Il a tapoté le couvercle du doigt.
Un test, il a dit. Un choix? Puis il l'a ouverte, et à l'intérieur, je te jure que j'y repense encore chaque nuit. Ce n'était pas un animal mort, ce n'était pas un truc symbolique ou macabre à la Tim Burton. C'était Liu, son frère. Ligoté avec du fil électrique, la bouche scotchée, les yeux grands ouverts, terrifié, vivant. Jeff m'a tendu le briquet. Allume, il a murmuré. On va voir si tu comprends. Je suis resté figé. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine ma propre respiration. Jeff m'a regardé, les yeux brillants. Tu veux savoir ce que ça fait? Tu veux savoir pourquoi je souris comme ça? Alors vas-y, allume. Il faut qu'on brûle les choses avant qu'elles deviennent comme nous. Et j'ai eu une seconde, une minuscule seconde où j'ai senti que je pouvais le faire. Pas parce que je voulais blesser Liu, pas parce que j'étais malade, mais parce que j'étais fatigué. Fatigué d'avoir peur, fatigué d'être complice, fatigué d'exister dans l'ombre de quelqu'un que personne ne voyait. J'étais fatigué, simplement. J'ai pris le briquet, je l'ai allumé. Et à ce moment-là, Liu a fait un son, un petit gémissement étouffé, humain, tragiquement humain. Et tout s'est effondré en moi. J'ai jeté le briquet, j'ai reculé en trébuchant, crié son nom. Jeff s'est levé, furieux. Pas parce que j'avais refusé, non. Il s'en foutait de ça. Mais parce que j'avais brisé l'illusion. Parce que je venais de lui rappeler que tout ça était réel. Qu'il ne jouait pas dans un rêve. Qu'il était un gosse de 13 ans dans un terrain vague avec son frère ficelé dans une boîte et qu'il y avait pas de générique de fin, pas de spectateur, juste moi et lui. Et ce qu'il avait fait. Il n'a pas crié. Il n'a pas hurlé comme un fou. Jeff n'était pas ce genre de monstre, pas encore. Il est resté là, debout dans le noir, les épaules tremblantes, mais pas de colère, non. Il tremblait comme quelqu'un qu'on venait de trahir, comme si j'étais le méchant, pas lui. Comme si en refusant de participer à sa folie, j'avais brisé quelque chose d'intime entre nous. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux étaient pleins d'eau. Jeff Woods pleurait. Pas bruyamment, pas comme un enfant, mais en silence. Les larmes coulant sur ses joues comme des lignes de craie fondue. Il s'est penché vers la boîte, a enlevé le scotch de la bouche de Liu et l'a aidé à s'asseoir. Liu tremblait aussi. Le visage pâle, incapable de parler. Jeff l'a pris dans ses bras, lentement, doucement, et pendant un instant, je me suis demandé si tout ça n'avait pas été une mise en scène, une épreuve, un test d'amitié malade. Mais alors Jeff m'a regardé, et là, dans ses yeux humides, il n'y avait plus rien, absolument plus rien. Pas de remords, pas de regret. Juste une fatigue glacée, une absence. Il a murmuré T'as pas compris, c'est pas une expérience, c'est une vérité. Je suis ce qu'on devient quand on arrête de faire semblant. Puis il s'est levé, a pris le briquet que j'avais jeté, et l'a rangé dans sa poche comme si c'était un bijou précieux. Il a tendu la main à Liu, l'a aidé à marcher, et ensemble, ils ont disparu dans les arbres, sans un mot de plus. Je suis resté seul pendant longtemps. Le jour s'est levé, sans prévenir, révélant le terrain vague dans sa misère nue, les carcasses de voitures, les sacs de fast-food éventrés, le sang séché sur le carton où Liu avait été allongé. J'ai vomi. Je me suis vidé jusqu'à n'avoir plus que du vide dans le ventre. Puis j'ai marché jusqu'à chez moi, à moitié en transe, les jambes lourdes, comme du béton, et je me suis couché sur mon lit, sans enlever mes chaussures. Je n'ai même pas dormi. Pas vraiment. J'ai dérivé, j'ai attendu. Et le soir même, j'ai reçu un texto de Jeff. 3 mots. Merci de regarder. C'était tout. Pas de menaces, pas de chantage. Juste une signature, comme il m'avait offert une fenêtre sur sa vérité, comme s'il m'avait fait un cadeau. Mais ce n'était que le début. La nuit suivante, tout a brûlé. Le feu a commencé comme un murmure, une odeur étrange dans l'air,
acide, métallique, presque sucré. C'est ma mère qui a ouvert les rideaux ce matin-là et m'a réveillé en criant. Je me suis levé d'un bond, les yeux encore pleins de cendres invisibles, et j'ai vu par la fenêtre une colonne de fumée noire s'élever au-dessus des maisons, comme une balafre dans le ciel. Je savais, au fond, avant même qu'on ait les infos, je savais que c'était Jeff. Je savais que c'était sa maison. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que ce n'était pas un accident, pas une fuite de gaz, pas un court-circuit, c'était une scène, une mise en scène, une signature. Son entrée dans la légende, gravée dans les flammes. Le quartier entier s'est précipité vers les sirènes des voisins en peignoir, des mômes pieds nus, des retraités avec des chaises pliantes. Le genre de rassemblement morbide où l'humanité regarde ses propres ruines avec fascination. Les pompiers étaient déjà là, trop peu, trop tard. La maison de Wood n'était plus qu'un squelette fasciné, la façade effondrée, les vitres explosées. Et pourtant, le feu continuait de danser. C'était trop intense pour un simple foyer domestique. C'était comme si les murs eux-mêmes avaient été imbibés de rage, d'essence, de vengeance. Et puis, dans le chaos, un cri. Une silhouette qu'on sortait de la fumée. Liu, vivant, brûlé, mais vivant. Ils l'ont traîné sur une civière, son corps couvert de cloques, ses yeux roulants dans tous les sens. Il criait un nom encore et encore. Je m'en souviens parce qu'il le faisait avec une voix étranglée, animale. Jeff, Jeff, comme un appel au secours ou un appel à l'aide. Peut-être même un appel à la mort. Jeff, lui, avait disparu. Pendant des heures, on l'a cherché, les pompiers ont fouillé chaque pièce, chaque recoin de ce qui restait debout, pas de corps, pas de traces. Juste ce mot écrit couteau sur un mur calciné. Go to sleep. 3 mots, gravés dans le plâtre comme une injonction, comme une sentence. Et les flics, les voisins, même les parents de Liu, ont tous cru d'abord à un accident, un coup de folie, un traumatisme. Mais moi je savais. Jeff avait voulu effacer la dernière chose qui le retenait ici, sa famille. Ce qu'il avait tenté de faire dans le terrain vague avec Liu, il avait terminé par le feu, et pourtant ce n'était pas un meurtre de colère, c'était une transformation, une mue. Ce gamin que j'avais vu pleurer dans un garage que j'avais accompagné pendant des années venait de disparaître dans les flammes pour renaître sous une autre femme. Il s'était offert une nouvelle peau, une identité, et quelque part je savais que ce n'était pas fini, que Jeff n'était pas mort. Ce soir-là, j'ai entendu du bruit sur le rebord de ma fenêtre. Je vivais au premier étage, dans une chambre à moitié enterrée sous les branches d'un vieil arbre. J'ai cru à un écureuil au vent, mais il y avait quelque chose d'autre, un poids, une présence. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai ouvert le volet et j'ai vu. Deux yeux me fixaient, 2 yeux blancs, sans paupières, incrustés dans une chair boursouflée, fondue, inhumaine. Et ce sourire, large, grotesque, comme sculpté dans la peau avec une lame rouillée. Et il m'a dit dans un murmure rauque, brûlé, presque tendre, « T'as regardé, maintenant t'es comme moi. » Puis il a disparu dans les arbres. Et depuis ce jour, je dors avec une lampe allumée parce que j'ai peur qu'il revienne. Mais pas parce que je ne sais qu'il est pas là. Il est toujours là, c'est ça le truc. Quelque part. Dans l'ombre, à attendre, à sourire. Il est tapis. Merci beaucoup d'avoir écouté notre histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Merci beaucoup. Abonnez-vous pour soutenir notre chaîne. Au revoir. À bientôt sur une autre histoire sur le Grimoire Noir.